Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. Vous êtes 74, donc on sent un vif intérêt pour cette profession de juriste d'entreprise. Merci de votre présence pour cette conférence. Ce que nous vous proposons, c'est de couper vos micros pendant les interventions de façon à ce qu'il n'y ait pas de bruit de fond ou d'interférences qui puissent gêner les échanges. Et on vous invite tout de même à garder vos caméras ouvertes. C'est quand même plus sympa pour nos intervenants de pouvoir vous voir vos visages et vos interactions, sachant qu'ils ont un écran en face d'eux et ils peuvent vous voir. Alors, on est très heureux d'accueillir pour cette nouvelle rencontre métier que la Faculté de droit organise de nouveaux intervenants qu'on remercie très chaleureusement de leur présence et qui ont bravé le froid et qui sont eux présents dans nos locaux. Ce que nous allons vous proposer, c'est d'avoir plusieurs interventions de différents juristes dans des secteurs très différents avec des spécialités différentes. Et l'objectif, effectivement, c'est qu'ils puissent vous parler de leur métier et ils puissent répondre à l'ensemble de vos à l'issue de leur intervention. Alors, je vous propose que nous démarrions ces échanges avec Madame Roxane Thirbas de Chamberet, que vous devez voir à l'écran. Vous êtes aujourd'hui vous êtes coordinatrice juridique à la Guilde des vidéastes. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir en quoi consiste votre profession et quels sont vos différents interlocuteurs. Est-ce que je vous laisse présenter tout le monde alors, je vais présenter effectivement les autres intervenants. Parce que sinon, je pars. Hein. Alors, comme ça, tout le monde pourra préparer ses questions. Nous avons également la chance d'avoir M. Bastien Platel, qui est Junior Legal Counsel Europe au sein du groupe LVMH, et plus spécifiquement la Samaritaine. Madame Sophia Aparicio, qui est acheteur-négociateur au sein de la Direction générale de l'armement. Et Madame Bénédicte Fleuret, qui est expert juridique au sein également de la Direction générale de l'armement. Je vous en prie, Madame de Thirbas. Donc, je raconte un petit peu mon parcours ou Ok. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Je suis, comme mes collègues, je pense, ancienne de la FLD, mais le campus de Lille. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas ici les Moulineaux, peut-être que je ne sais plus, en droit européen et international. Et après, je suis partie faire un Master 1 à l'Université Capitole en droit du numérique. Et je me suis après spécialisée en droit de la communication. Est-ce que tout va bien? Bon, c'est les aléas des lives, j'en fais tout le temps, il y a toujours un ou une intervenante qui ne le coupe pas. C'est des choses qui arrivent. Et après, j'ai fait un stage au CNC. Est-ce que c'est moi que j'entends? Non, ce n'est pas moi. Donc au CNC, au Centre national du cinéma et de l'image animée. Et ils m'ont embauché ensuite en tant que gestionnaire de fonds. Je m'occupais de 2 fonds à la fois. Le fonds CNC Talent, qui s'occupe de donner des sous globalement à des créateurs web, créatrices, créateurs, c'est-à-dire sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. Et un autre fonds qui s'appelle le Fonds Image de la diversité, qui, comme son nom l'indique, cherche à promouvoir la diversité dans toutes ses formes sur le grand écran. Donc là, on parle de cinéma et d'audiovisuel. Et ensuite, à partir du 1er janvier 2020, c'est avant la pandémie, j'ai été embauchée par la Guilde des vidéastes parce qu'ils avaient besoin d'un juriste. Et donc, petit à petit, on a créé un pôle juridique et autour de moi aujourd'hui, j'ai une dizaine d'avocats et d'avocates spécialisés dans leur domaine à eux, de la propriété intellectuelle, du RGPD, du social, on en a besoin aussi, tout ce qui peut graviter, du droit des contrats évidemment, tout ce qui peut graviter autour des créateurs et des créatrices de contenu aujourd'hui. Et avec eux, globalement, ce que je fais, c'est que j'accompagne, je représente et je défends des créateurs et des créatrices qui en ont besoin, que ce soit sur des problématiques juridiques, donc là c'est mon domaine, et sur des problématiques aussi socio-économiques, où là c'est le domaine d'un autre pôle de la Guilde des vidéastes. Voilà. Merci. Monsieur Bastien Platel, donc vous êtes diplômé d'un master spécialisé en LLM droit et management international à HEC Paris. Et vos domaines d'intervention touchent à la finance et à la trésorerie d'entreprise, la finance d'entreprise.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre organisation et des différentes interactions que vous avez avec vos interlocuteurs internes et externes? Oui, bonsoir à tous. Alors, je suis aussi ancien de la FLD, mais Lille également. Et je commence un peu par le parcours, j'imagine, pour continuer. Donc, après la licence en fait, en droit européen à Lille, j'ai décidé de partir à l'étranger et de faire un LLM en Irlande. Et à l'issue du LLM, je suis rentré en France, j'ai terminé mes études à Aix-en-Provence, en Master 1 et Master 2, un DJCE. Et ensuite, j'ai rejoint HEC pour une année, en Master spécialisé, pour voir l'aspect plutôt affaires, et le pendant école de commerce du monde de l'entreprise. Et en parallèle, j'ai fait plusieurs stages en entreprise, majoritairement. Et parce que en fait, mon premier stage s'était très bien passé et j'ai eu beaucoup d'intérêt pour l'entreprise, du fait d'ailleurs des premiers stages qui étaient passionnants. J'ai quand même souhaité faire un stage en cabinet pour justement voir le fonctionnement et si c'est quelque chose qui m'intéresserait ou l'approche. Et au final, j'ai quand même rejoint le groupe DFS qui appartient à LVMH. C'est un groupe qui est basé à Hong Kong. Et DFS signifie Duty Free Shoppers. Mais donc, comme son indique, il est spécialisé sur la vente de produits aux voyageurs internationaux. Et dans le cadre de la réouverture de la Samaritaine, LVMH a confié l'exploitation de la Samaritaine à DFS. Et donc, je travaille pour l'entité qui est en charge des activités Europe et Moyen-Orient de DFS, dont la Samaritaine. Et il y a aussi un magasin à Venise, un grand magasin qui s'appelle le Petit Fondaco, et dans le champ, un espace commercial à l'aéroport d'Abu Dhabi. C'est une structure particulière parce que nous sommes basés à Paris, le siège est à Hong Kong et l'actionnaire majoritaire est de nouveau à Paris. Donc, c'est très international. Et dans ce cadre-là, je travaille principalement avec le département de la finance, mais pas que, parce que justement, c'est très diversifié. Parce que c'est la vie d'un grand magasin, principalement, c'est 90% du temps est occupé par la Samaritaine. Et donc, je m'occupe des sujets liés aux contrats financiers, mais également les accords commerciaux pour les marques ou l'activité et l'animation de la politique commerciale. Merci. Alors, nous avons la chance d'avoir deux représentantes de la Direction générale de l'armement qui travaillent très étroitement, je suppose, sur la partie juridique et sur la mise en œuvre des différents contrats. Madame Aparicio, Madame Fleuret, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu quels sont vos parcours respectifs et comment l'une et l'autre, en fonction de vos différents parcours, vous êtes arrivés effectivement à exercer des fonctions au sein de la DGA et vos interactions justement sur la définition des différents contrats. Merci. Donc moi, je vais commencer. Sophia Aparicio, donc je suis une ancienne de la FLD, mais campus ici les Moulineaux. Donc je reviens. Donc après avoir effectué 3 ans de licence, je me suis spécialisée en droit public à l'université d'Aix-Marseille. À la suite de ce Master 1, j'ai décidé de faire un stage chez Safran System. Donc c'est une boîte d'armement. Et ensuite, j'ai fait un Master 2 à l'université Panthéon-Assas en alternance à la DGA. Donc, j'ai effectué mon alternance l'année dernière, plus précisément au département politique et stratégie d'achat. D'armement. Donc, je faisais pas mal de droit international. Je comparais, j'étudiais les achats d'armement. Et à la suite de cette alternance, j'ai été embauchée du coup à la Direction générale de l'armement en tant qu'acheteur-négociateur. Donc, mon quotidien, c'est de répondre aux besoins de nos armées. Moi, je suis dans un service un petit peu particulier. C'est tout ce qui est connectivité, cyber, espace et renseignement. Donc, je réponds aux besoins de nos armées en effectuant des appels d'offres. Ça, c'est tout ce qui est un peu droit public. J'achète, donc j'étudie, j'effectue les contrats, toujours en lien avec les juristes. Je fais des négociations et ensuite on procède à l'achat. Voilà. Bonsoir à tous, Bénédicte Fleuret. Moi, je ne suis pas une ancienne de cette faculté. Je suis passée par Lille, mais par l'université Lille 2. J'ai un parcours essentiellement de droit public avec une licence orientée droit public, un master 1 droit public général. Et ensuite, je me suis spécialisée en master 2 en droit de la défense et de la sécurité.
Je l'ai clôturé par un stage de fin d'études sur l'organisation du dispositif de sécurité de l'Euro 2016 pour tous les matchs qui se déroulaient dans le Nord. Ensuite, j'ai rejoint Assas pour un second Master 2, le même que Madame Aparicio à côté de moi. Donc, c'est un master qui est spécialisé en fait dans l'industrie d'armement et qui vous forme à toutes les fonctions de support que vous pouvez rencontrer dans ce domaine. Donc, j'ai également effectué une alternance à la DGA, aussi en stratégie et politique achat, où on travaille essentiellement sur les marchés européens de défense et on veille à la bonne application de la directive européenne qui régit l'ensemble des marchés de défense. À la suite de cette alternance, j'ai été embauchée donc, en tant qu'acheteur négociateur, où je me suis spécialisée dans tout ce qui était hélicoptères et missiles. Et depuis juillet 2021, je suis passée expert juridique sur tout le domaine terrestre, voilà, parce que c'est un domaine qui m'attire un peu plus. Et en parallèle de ça, je suis également réserviste dans l'armée de terre, voilà, pour fermer la boucle. Et pour répondre à votre question sur l'articulation de nos deux métiers, quand vous rédigez un contrat d'armement, vous ne le faites pas tout seul, vous le faites en équipe. Donc, on va dire que l'acheteur, en fait, il va être vraiment là pour produire l'acte. C'est lui qui va le rédiger, c'est lui qui va négocier tout le côté financier avec les industriels de l'armement. Et puis, le juriste sera là vraiment en appui et puis pour vérifier, en fait, à la finalité du processus que le contrat respecte bien, en fait, l'ensemble de la législation. Et puis éventuellement pour régler quelques problèmes de propriété intellectuelle, parce que les acheteurs ne sont pas forcément formés sur ce type de problématique. Puis, grosso modo, c'est ça. Après, on va peut-être à des questions un peu plus précises, mais globalement, c'est ça. Merci. Une première question peut-être, Madame Tirbas. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de votre lien avec les juristes. On a eu souvent des questions qui nous interrogeaient sur le lien entre les juristes et les avocats et la pertinence de plutôt s'orienter pour vos clients vers un juriste avant de pouvoir rencontrer un avocat. Alors là, je peux parler que de ma profession et de mon secteur d'activité, parce que je ne connais pas tout simplement les autres secteurs d'activité. Mais en tout cas, dans le numérique, les avocats, on n'a pas forcément besoin, en tout cas là, tout de suite, même si en effet, on trouve quelques prises avec la propriété intellectuelle, on a parfois besoin de représentation, mais comme la Guilde des Videstes, c'est une association, loi 1901, assez classique, reconnue d'intérêt général, on n'avait pas besoin forcément d'avoir un ou une avocate dans notre équipe. Mon métier aujourd'hui, c'est de fédérer certains avocats et avocates qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Mais moi, du coup, par mon parcours et par mes différents stages, je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus après, mais on y reviendra si c'est nécessaire. Je suis un petit peu comme un médecin généraliste dans le sens où je me suis spécialisée en droit pénal à la fin de ma licence, en propriété intellectuelle grâce à mes stages, et enfin en droit des contrats parce que la pratique est constante. Donc je ne connais pas du tout les contrats de mes collègues juste à côté, mais dans mon métier, c'est plus du coup du placement de produits, la cession de droits d'auteur, des Webedia, Studio 71, des choses comme ça. Et en fait, l'expertise juridique n'est pas forcément l'apanage unique des avocats et des avocates. Après, c'est vrai qu'il y a une petite concurrence entre nos secteurs d'activité qui pourrait être là, mais je trouve au contraire qu'il y a une certaine complémentarité. Moi, je n'ai pas le droit de représenter les personnes que j'accompagne, donc les créateurs et les créatrices de contenu. Par contre, je représente les intérêts de mon entreprise, entre très gros guillemets, vu que c'est une association, mais vous avez l'idée. Et c'est pas forcément... Donc, c'est pas forcément une compétition entre les deux, mais au contraire une certaine complémentarité. Donc, le principe, pour moi, c'est d'intervenir avant qu'il y ait du conflit. Donc, forcément, toute la phase pré-contentieuse, à savoir donc, les négociations, parfois un petit peu d'intimidation, pas dans le sens... pas dans le sens mafia, mais dans le sens intimidation juridique, en disant, bon, bah, là, vous avez tort, vous allez perdre du temps, on va perdre du temps, trouvons un accord. Et après, quand malheureusement, on a besoin de contentieux, donc comme vous le savez sûrement, les juristes n'ont pas le droit de plaider. Là, tout simplement, je donne le dossier à un ou une de mes consoeurs confrères pour que la personne puisse plaider
mais généralement, 95% des conflits, en tout cas, sont étouffés dans l'œuf, entre guillemets, à la phase précontentieuse. Mais c'est deux professions qui sont différentes, même si on évolue dans les mêmes sphères, on voit à peu près les mêmes choses globalement. Mais pour moi, c'est juste, je ne représente que les intérêts de mon entreprise, je n'ai pas le droit de représenter Squeezie, Cyprien, Nota Bene, des gens qui ont des avocats pour ça, mais j'interviens généralement que avant. Et la deuxième différence, c'est que la confidentialité, je n'ai pas de avocat client. J'ai le truc en anglais, mais pas en français. Confidence, mais la confidentialité client-avocat, on ne l'a pas naturellement, parce que ce ne sont pas mes clients, ce sont des personnes que j'accompagne, etc. Mais on la crée tout simplement en forçant la confidentialité dans nos échanges dès le début, en rappelant à chaque réunion que ce qu'on échange est confidentiel, etc. etc. Donc, c'est les deux grandes différences. Je ne représente pas des gens et la confidentialité n'est pas de source, mais à l'inverse, je représente les intérêts de ma société et je crée la confidentialité après artificiellement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Des questions complémentaires. Monsieur Plattel, vous avez parlé effectivement d'implantation à l'international de certaines de vos entités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le parcours que vous avez suivi était pertinent par rapport à cette dimension internationale et quels sont du coup le quotidien de vos fonctions dans le cadre de votre métier de juriste? Alors, c'est un aspect que j'aime beaucoup, c'est que justement, il y a un quotidien qui les gens ne se ressemblent pas forcément, parce que c'est très riche. Comme justement évoqué Mme Tirbas, on est en amont, ça ne se crée pas exactement au même moment, on est plus généraliste. Du coup, on est confronté à des choses qui sont beaucoup plus diversifiées, selon moi, qu'un avocat, qui on attend une spécialité. Et de ce fait-là, dans la structure, je peux traiter une partie qui ont des échanges avec le siège sur les spécificités du droit français et du droit européen, parce que comme on est implanté, on est les seuls représentants pour l'entité Europe, au niveau juridique, on est les référents en cas de question. Donc, en cas de projet du groupe qui touche l'Union européenne, qui pourrait avoir un impact sur des règles européennes, on est consulté, on devrait l'être. Et inversement, c'est à nous également de comprendre le fonctionnement du groupe, son activité, son business model, et voir dans quelle mesure il pourrait s'adapter aux règles françaises. Et c'est là où justement le fait d'avoir pu faire l'aspect de formation juriste, mais également un peu école de commerce, permet de mieux comprendre où va l'entreprise. C'est-à-dire que certes, on voit l'aspect juridique et c'est la valeur ajoutée qui, je pense, la plus importante, mais il y a une dimension où, dans un cas d'un projet, on peut plus facilement anticiper en disant voilà la plus-value ou voilà la synergie que le groupe espère créer et dans quelle mesure on pourrait la développer en Europe. Ou est-ce que les règles européennes le permettent ou pas également. Et ça, je trouve que c'est très stimulant. Et comme il y a des projets en permanence, dans les groupes et les entités, et qui ne se ressemblent pas forcément, tous les jours, on a des nouvelles questions. Et pour rejoindre, justement, sur certaines questions, justement, on prend un avocat. Parce que la question est précise, parce qu'elle est risquée, donc on veut être sûr, ou parce que des fois, on n'a pas forcément le temps de traiter toutes les questions. Et je mélange un peu les deux questions en même temps. Réfléchissez sur l'aspect international. Une autre approche est que nous, en fait, on est, contrairement à d'autres maisons dans le groupe, on est une filiale d'un groupe qui est basé à l'étranger. La plupart des autres maisons de luxe sont souvent basées à Paris avec des filiales ailleurs. Et du coup, nous, le mécanisme est inversé. Et donc, la plupart des relations, certaines relations contractuelles, par exemple des achats, ont lieu pour le monde entier. Sauf qu'un achat pour le monde entier n'est pas forcément possible en Europe, où il nécessite une adaptation. En France, par exemple, on a une obligation de contractualiser les relations tous les ans, avec des conventions uniques pour nos achats, et c'est quelque chose qui n'existe qu'en France. Donc, on doit développer des ressources, sensibiliser les équipes à l'étranger, et expliquer dans quelle mesure le droit français doit être applicable, parce que dans tous les cas, actuellement, il y a un impact sur le territoire ou sur l'Union européenne, le juge reconnaîtra l'application du droit français. Et justement, dans quelle mesure? Et donc, je pense, par exemple, sur le délai de paiement, il y a pas mal de réglementations. Et là, c'est pareil, il y a plusieurs cours où vous serez confrontés, que ce soit en fonction de votre niveau d'études en licence ou en master, sur l'application du droit, les conflits de juridiction. Et c'est quelque chose, c'est assez dense. Je me souviens, pour moi, c'était très dense, mais ça vous servira dans beaucoup de sujets.
C'est toujours bien, c'est des notions, parce que plus tard, on n'a pas le temps de s'y remettre. On doit déjà avoir une idée de où chercher. Donc, je vous encourage vraiment à suivre ces cours-là. Après, dans les autres approches, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est vrai qu'il y a un petit côté, je ne sais pas si on a le droit de... Oui, c'est l'objet. Il y a un petit côté prévention, en tout cas dans le secteur privé, entre guillemets. Il y a un petit côté, bon, on va donner ça aux juristes et ils verront ce qu'ils en pensent, machin. Et le but du jeu, c'est d'arriver avant qu'il y ait eu un problème, avant qu'il y ait eu une catastrophe, avant que la personne dise, bon, j'ai signé, j'ai pas lu, machin. Tu fais, ah, merde, il fallait pas. Donc je trouve qu'il y a aussi un côté prévention de la part du juriste qui va essayer d'arriver aussi avant qu'il y ait des problématiques, mais aussi au sein de l'entreprise, de dire, bah, ça, la prochaine fois, fais attention. Enfin, je pense notamment en termes de droit à l'image ou droit de la presse, par exemple. Je ne sais pas si je sais pas quel est le niveau, un petit peu, s'ils ont déjà fait du droit pénal ou du droit de la presse, des choses comme ça. Du droit pénal, oui, puisqu'on a des licences et des masters, donc ce sont des spécialités à okay. Donc, si jamais, par exemple, vous avez après un client ou une cliente qui, je sais pas, après, ça, c'est parce que je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, c'est plus mon secteur d'activité, mais une personne qui essaie de régler ses problèmes sur Twitter et qui va insulter le directeur général de la marque qui n'a pas respecté sa part du contrat, machin. Donc, il y a une grosse côté prévention du juriste qui fait attendez, c'est de la diffamation, donc on va éviter. Mais aussi peut-être au sein de l'entreprise en disant, bah voilà, la prochaine fois que vous avez un contrat comme ça, plutôt que de frustrer la partie adverse en vous disant ouais, non, je comprends rien, de toute façon, ça me saoule, d'essayer peut-être d'aller un petit peu, encore une fois, en amont, de lire les documents avec le juriste, etc. Je trouve qu'il y a une véritable fonction d'accompagnement du juriste qui est notamment dans la prévention et la vulgarisation du droit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un secteur d'activité très rébarbatif et qui peut être dispensable, alors que pas du tout. Vous, je ne sais pas, mais... Moi, j'ai commencé par faire du droit parce qu'on m'a toujours dit que le droit menait à tout, ce qui est tellement vrai. Mais il y a une grosse partie, en effet, d'accompagnement qui est, voilà, alors là, par exemple, tu as ton contrat, ça veut dire ça, il fait 40 pages, je vais te traduire ce que ça veut dire. Et après, toi, tu me dis en fonction de ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Mais le droit ne doit jamais être un obstacle. Et je trouve que le juriste a cette faculté de vulgariser le droit et d'essayer de le rendre compréhensible par les autres personnes, parce que juriste est un métier. Comme avocat, avocate, comme le droit, ça ne s'improvise pas. C'est comme médecin. Tu peux pas essayer de faire, je ne sais pas, peut-être ça va. Il y a une véritable fonction d'accompagnement qui, moi, me plaît beaucoup dans mon métier de juriste. C'était pour rebondir sur et avant tout, pour moi, le juriste, c'est plus que l'avocat, il doit forcément connaître son entreprise. L'avocat doit connaître son client, mais la vraie plus-value du juriste, c'est de connaître l'entreprise ou son secteur. Il y a des spécialisations dans certains secteurs parce que justement, on les connaît mieux et pas forcément sur les règles juridiques, bien sûr, mais sur le fonctionnement dans le réel et comment, du coup, juridiquement, on pourrait qualifier les différentes étapes, quels sont les risques et comment réagir. Et c'est ça qu'on attend parce qu'après, du coup, on a une qualification juridique qui est plus précise et ça, on peut poser la question au cabinet d'avocat. Il y a tout un côté prévention des risques qui est qui est très précieux. Justement, M. Pladel, vous avez parlé de connaissance de l'environnement. Et je crois que nos représentants de la DGA, vous êtes passé effectivement par l'alternance, par les stages, ce qui vous a permis effectivement de bien connaître l'environnement dans lequel vous souhaitiez évoluer. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de ce retour d'expérience, comment vous avez appris, comment vous avez découvert l'environnement, et puis ensuite, comment vous avez pleinement intégré le quotidien de votre métier et en quoi, au quotidien, votre journée, comment elle se structure? Moi, je vais commencer. L'alternance, c'est un véritable tremplin pour moi vers l'emploi. Je sais que la fac d'Issy-les-Moulineaux a 2 masters en alternance. Il ne faut vraiment pas hésiter à les faire. Alors moi, ils ne proposaient pas droit de l'armement, donc j'ai dû aller ailleurs. Mais il ne faut vraiment pas hésiter puisque c'est un véritable tremplin. On a déjà un pied dans l'entreprise. Donc après, pour aller décrocher un CDI, c'est bien plus facile que d'arriver sans vraiment connaître. Ça nous permet aussi de savoir ce qu'on n'aime pas. Moi, c'est vrai que j'ai fait des études de droit, donc je me destinais plus à un métier de juriste. Et au final, j'ai découvert le métier des achats et j'ai adoré ça. Je me suis dit que ça me correspondait plus. Donc, non, pour moi, l'alternance, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut y aller. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi. Oui, moi, je rejoins Sophia là-dessus.
on a un parcours un petit peu similaire à quelques années de différence, mais surtout dans notre domaine, c'est un domaine qui est vraiment très particulier. Il faut le connaître avant quand même d'y aller. Il y a des codes, enfin, comme dans tout domaine, hein, je pense que le contraire à côté, c'est la même chose. Mais là, il y a aussi le fait que vous achetez pas du papier toilette, hein. Vous achetez des armes. Il y a tout, enfin, il y a un petit peu la morale qui rentre en jeu. Pour certains, non, pour d'autres, si. Vous travaillez pour l'État. Là, on ne travaille pas dans le privé. C'est un petit peu différent. Après, oui, pour revenir sur l'alternance, vraiment, c'est vraiment un truc. C'est-à-dire que vous savez où vous mettez les pieds, mais vous savez, enfin, les gens qui sont en face de vous, vous connaissent aussi. Je sais qu'au bout de 6 mois, ils me proposaient un CDI. Voilà, enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça ne se refuse pas. Encore plus aujourd'hui avec les conditions actuelles. Après, je ne connais pas trop les autres domaines, donc je ne sais pas ce qui se fait. Est-ce que les alternances sont le vent en poupe dans d'autres domaines? En tout cas, nous, je sais que ce soit au niveau étatique ou même chez les industriels de l'armement, c'est quelque chose qui est apprécié, notamment aussi parce que quand vous intégrez une entreprise de l'armement, il faut savoir que vous avez besoin de certaines habilitations. Et donc, c'est aussi pratique pour l'entreprise parce qu'à partir du moment où vous êtes habilité, en fait, lorsque vous êtes en alternance, ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème lorsque vous allez intégrer l'entreprise. Ça peut paraître être un détail, mais il y a déjà eu des embauches en fait, qui ont été refusées sur ce point-là. Voilà, et puis après, il y a plein d'enjeux aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans des entreprises où, comme dans beaucoup de secteurs, il y a énormément d'argent en jeu et on a besoin de pouvoir vous faire confiance. Donc, non, là-dessus, je pense que on fait l'unanimité sur l'alternance. Si vous pouvez le faire, faites-le. Et puis, non, mais après, nous n'avons pas répété. dans le sens inverse, hein, ça peut être aussi une manière de voir si ça ne vous vous convient plaît, pas. ah Parce oui. que voilà, dans notre cas, ça a été positif, mais il se peut que le résultat soit négatif. Donc, vraiment, il faut le faire, il faut même faire des stages. Enfin, je sais que c'est compliqué à trouver. C'est pas simple, hein, c'est facile à dire comme ça, mais on est aussi passé par là. Mais vraiment, ça, il faut le faire le plus possible. Et au-delà de ça, votre alternance permet aussi de développer votre réseau. Aujourd'hui, vous faites très peu de choses sans réseau. C'est pour moi un paramètre qui est important. Une fois que vous êtes en alternance, vous faites du lobbying. Enfin, allez voir les gens dans leur bureau, dites-leur bonjour, ils seront contents, ils vont se rappeler de vous. Et le jour où vous allez avoir besoin d'un petit service ou besoin d'aide, ils sauront se rappeler de vous. Donc ça, vraiment, développez-le parce que vous verrez, au bout de 4 ou 5 ans d'expérience, c'est vraiment votre réseau qui fera la différence. C'est vrai que les stages, c'est vraiment la clé. Après, l'alternance, ça commence petit à petit à se mettre en place enfin dans les métiers du droit. Mais en ce moment, par exemple, je cherche en effet un ou une stagiaire, voilà. Si jamais quelqu'un a envie de travailler dans le numérique et avec moi. Mais par exemple, en effet, je cherche des gens qui ont des têtes bien faites, pas forcément des têtes qui sont bien remplies. En tout cas, dans ma fonction, j'en apprends vraiment tous les jours. On me pose des questions que je ne m'étais jamais posées. En tant que juriste pénal, droit des contrats et propriété intellectuelle, un créateur m'a demandé s'il avait le droit de jeter des feux d'artifice, par exemple, de sa maison de campagne. Aucune idée. Mais du coup, il va falloir que tu cherches, que tu trouves et que tu lui apportes la réponse. Et les stages, en plus, en effet, de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, moi, j'avais commencé dans la protection à l'enfance. Bon, il faut aussi avoir les épaules pour être capable d'accompagner des personnes comme ça. Puis après, je suis partie en commerce international à Genève, à l'Organisation mondiale du commerce. Ça ne m'a pas plu non plus. Après, je suis partie dans la magistrature au TGI Lille, maintenant qui est du coup devenu tribunal judiciaire. Bof. Donc il faut vraiment, au-delà en effet de chercher ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, que ce soit en alternance ou que ce soit en stage, aussi en effet se faire un réseau, même si 95% de votre réseau ne servira pas à grand-chose parce que c'est pas forcément là où vous voulez aller, mais rien que par curiosité aussi intellectuelle de vous dire, voilà, finalement c'est quoi ce métier, qu'est-ce que c'est que ce secteur, vraiment les expériences professionnelles, c'est la vie et c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous démarquer d'autres candidats et autres candidates parce que on sait que vous êtes capable d'être inséré dans le monde professionnel correctement
et de ne pas forcément devoir vous accompagner tout le long. Le but, quand on cherche ou quand on recrute, c'est de se dire, bon, cette personne va me faire gagner plus de temps que ce qu'elle va m'en faire perdre. Et les expériences professionnelles que vous avez déjà réalisées, c'est ça qui va faire de vous quelqu'un d'efficace et quelqu'un de pertinent dans le métier que vous allez choisir. D'autant plus, c'est dans le métier de juriste. Vraiment, les stages, l'alternance, je sais que c'est pénible de se dire oh, putain, pendant tout cet été, je vais faire que ça, je vais faire soit de la rédaction de contrat, soit je vais faire du secrétariat, soit je vais faire de l'assistanat, voilà. Mais c'est ce qui va faire de vous, vous êtes un profil atypique. Encore une fois, on cherche des gens qui ont, en tout cas dans le milieu du numérique et de l'accompagnement de créateurs et de créatrices de contenu, c'est des gens qui s'adaptent, qui sont polyvalents, qui savent fonctionner correctement, correctement, comme un être humain, mais dans le sens un professionnel du droit. Vraiment tenter des trucs, hein, tout simplement. Hein. Ouais, mais là-dessus, je te rejoins. Enfin, moi, la première, au-delà de la défense, je suis passée par l'automobile, je suis passée par des services contentieux, enfin, je suis même allée chez une avocate. Voilà, bon, j'ai vu que ça ne me plaisait pas, mais il faut le faire. Non, il faut le faire. Après, au fur et à mesure, on peaufine nos envies et notre parcours, mais le cadrage est parfois un petit peu long à faire. Après, je peux comprendre que ce ne soit pas simple à trouver. Enfin, je ne me rends plus trop compte maintenant l'état du marché pour les étudiants, ce qui est soit de l'alternance ou des stages. Hein, mais parfois, allez-y au forcing aussi. Hein, contactez les gens sur LinkedIn. N'hésitez pas, hein, à partir du moment où vous mettez les formes et que vous restez poli. On est toujours content d'être contacté. Donc, il faut toujours tenter. Mais nous, les premiers, enfin, en tout cas, pour mon cas, j'ai essuyé plein de refus. Hein, ah oui. Pour plein de fois, et ça ne m'empêche pas d'être là où je suis aujourd'hui. Quel type de compétences vous pourriez, justement, pour la profession de juriste, et je pense notamment à l'international, quel type de compétences vous paraissent les plus indispensables, on va dire, celles qu'il faut vraiment mettre en avant? Est-ce que tu veux y aller? Déjà, mais c'est l'adaptabilité. C'est sûr que, surtout au niveau international et déjà au niveau européen, les règles changent tout le temps. Et pas que les règles, les situations et l'environnement économique aussi. Donc, il faut savoir très vite s'adapter. Penser blanc et noir le lendemain. Parce qu'au final, on ouvre un magasin, mais au final, on le referme. Parce qu'on ne peut pas l'ouvrir tout de suite. Donc, il faut retarder en démarrage. Également, et là, ça rejoint ce que je disais avant, dans le sens où le juriste se doit de connaître au moins une partie de l'entreprise, c'est la curiosité. Parce que pour justement, alors c'est quand même des choses très pour adaptabilité, curiosité, mais c'est quand même très important, parce que c'est quelque chose qu'on sous-estime un peu, mais les gens n'ont pas forcément, de par eux-mêmes, venir vous voir. Et s'il y a un problème, il faut déjà qu'ils sachent que c'est un problème juridique. Et ça, c'est à vous de le savoir. Et la première mission, c'est de savoir d'échanger avec les différents départements, ceux qui sont potentiellement les plus à risque, et savoir qu'on est disponible, comment ils fonctionnent, quels sont les principaux projets en cours, savoir ce qui pourrait arriver prochainement, et anticiper. Et du coup, c'est l'étape suivante, c'est vraiment anticiper. C'est qu'à ce moment où vous savez comment ça fonctionne, vous savez vous adapter, vous anticipez, et vous êtes prêt. Prenez garde à la fermeture. Ah, voilà, bon voyage. Mais et c'est justement l'anticipation après. Et ça, c'est pas forcément évident, mais je pense que c'est aussi pour les stages, ça peut être utile. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dès le début, c'est les conférences. Vous êtes étudiant, la plupart des conférences sont gratuites pour les étudiants. Allez-y. Il y a un sujet qui vous intéresse, potentiellement vous avez bien quelque chose, allez-y. Au pire, vous aurez perdu 1 heure, vous aurez appris quelque chose. Bon, 1h30, ça dépend des conférences, mais sinon, c'est un peu plus. Et surtout, maintenant, elles sont en ligne en ce moment. Et ça, c'est super. C'est plus dur, mais au moins, vous pouvez voir plein de conférences différentes. Et quelque chose qui fonctionne bien, et c'est comme ça que j'ai trouvé la plupart, enfin, vocations ou les stages, c'est des intervenants qui sont passionnés. Parce que la passion, ça se communique très bien. Et généralement, les intervenants dans les conférences, s'ils décident d'en parler en plus, de faire, c'est qu'ils sont vraiment passionnés par leur sujet. Et ça peut vous aider justement à définir votre projet. Et sinon, une orientation. Et allez-y. Et en ayant des conférences, si vous y allez à quelques-unes sur un sujet qui vous intéresse, ils vont vous connaître. Et à force d'aller échanger des questions, une personne qui est intéressée, qui a plusieurs conférences, elle a déjà une compétence, ou elle commence à la développer. Et bien, c'est plus intéressant de l'aider à la développer de plus en apprenant en stage. Donc voilà. Et puis ça fait des phrases d'accroche sympas. Hein. Bonjour, je vous ai croisé pendant la conférence sur
je sais pas quel titre de celle-là, métier de juriste, le mercredi 12 janvier 2022, venez, on parle, quoi, plus ou moins. Parce qu'après, si vous vous ramenez en effet en disant, est-ce qu'on peut parler, juste je cherche un stage, je sais pas, mais en tout cas, on en reçoit quand même pas mal, mais apporter peut-être quelque chose en plus en disant, voilà, j'avais une question là-dessus, quand vous avez abordé cette thématique-là de l'hélicoptère ou du métier de donc l'armée de terre, etc., ou Hong Kong. J'essaie de faire synthétique. Là, ça m'a intéressé et j'aimerais pouvoir discuter avec vous. Est-ce que vous avez 15 minutes à un moment donné dans votre semaine? Ouais, et puis ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que moi, je reçois des candidats et en fait, aujourd'hui, les candidats sont lisses en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que de plus en plus de gens ont accès au diplôme et sont diplômés. Donc en fait, on se retrouve avec plein de CV, avec oui, bon, des Master 1, des Master 2, très bien, vous avez tel diplôme, telle spécialité. En fait, il faut faire la différence. Donc, quand tu parlais tout à l'heure, par exemple, d'assister des conférences ou même d'être passionné, nous, dans notre secteur, ça fait la différence à partir du moment où on est, par exemple, membre d'une association dans la défense ou on est réserviste ou ce genre de choses. En fait, ça montre votre envie et votre passion. Et tout de suite, on va se dire, ah, ce candidat-là, il fait la différence. C'est ça. Si c'est pour mettre j'aime la lecture et le cinéma, c'est Ouais, pas. C'est vraiment parce que. Les voyages, enfin, on l'a tous fait. Ça peut paraître très bête, hein, mais c'est du bon sens. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est dans le sens où, justement, c'est intéressant. Si vous savez étayer une position, dites-le si vous ne partagez pas le même avis. Et là, on peut créer un échange. Et ça marque, parce que justement, l'idée, c'est d'enrichir. Et si vous avez des arguments sur une personne qui est intervenue ou autre chose, n'hésitez pas. Avec les formes, bien sûr. C'est la diplomatie. Mais n'empêche, et là, du coup, on peut vraiment créer un échange. Si tout le monde est d'accord ou c'est juste sur une approche, justement, on peut arriver sur des choses assez lisses. Et c'est dommage. Et en tout cas, peut-être une qualité qui peut être aussi importante, en plus de l'adaptabilité et de la curiosité. Notre métier de juriste, en tout cas, je ne sais pas exactement, mais voilà, c'est donc comme on le disait, un petit peu d'expliquer notre métier, d'expliquer le droit, d'expliquer pourquoi est-ce que cette personne a fait ça et pourquoi est-ce que ça devient un problème ou ça peut devenir un problème, c'est d'être synthétique. Synthétique et compréhensible surtout. Parce que, bon, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais ce que vous allez faire donc, de la dissertation, les commentaires d'arrêt, les cas pratiques, c'est pas forcément le truc le plus utile dans la pratique du métier de juriste. En tout cas, c'est important en effet le raisonnement juridique, mais votre patron, votre patronne va vous dire bon bah est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, non. Concis et précis. C'est ça, parce qu'en fait, aller droit au but, hein, c'est une phrase sujet verbe complément. Ouais. Voilà. Si vous êtes en forme, complément, c'est ça. Non, mais c'est ça, par exemple, on prend l'exemple d'une lettre de motivation, on n'a pas besoin d'avoir toute une dissertation sur comment vous avez vécu votre stage de fin d'études, on s'en fiche. C'est ça, à moins que ça amène vraiment à quelque chose en effet, mais généralement, en tout cas, moi, ce que je demande le plus à mes étudiants, en tout cas quand on essaie de les former, c'est fais-moi une note sur, je sais pas, je pense à l'armement notamment parce que j'ai eu une question d'Airbus, mais l'export control, en gros, c'est voir d'où viennent les pièces, etc. Est-ce qu'elles ont le droit de passer par là, très très globalement. Hein. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux acheter des ailes d'un avion et les mettre sur une voiture, par exemple? Pour les personnes qui connaissent Villebrequin, c'est une question qu'ils m'ont posée récemment. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et on ne va pas vous dire, alors, dans des temps immémoriaux, en vertu de l'article machin, on s'en fiche. Moi, mon métier, c'est d'être juriste, certes, c'est de connaître le droit, et c'est cool d'avoir ce raisonnement juridique, cette curiosité, etc. Mais la personne veut juste un oui, non, ou un oui, mais, ou un non, mais. C'est juste, en effet, est-ce que je peux signer ce contrat? Oui, mais rajoute cette clause-là, cette clause-là, cette clause-là, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que tac, tac, tac. Il faut en effet être synthétique et compréhensible et éviter de faire les trucs en effet de 4 pages quand on vous pose une question simple. En tout cas, quand on est juriste. Après, je ne veux pas empiéter sur la pédagogie. C'est ce qui vous est également demandé au sein même de vos structures. Bien sûr. Lorsque vous reportez justement sur vos propositions de contrat, de la même façon, effectivement, la synthèse, l'explication précise qui vous est demandée. C'est ça. Oui, de toute manière, c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais les non-juristes n'y comprennent rien. En fait. Non, mais, oui, puis chacun son métier, c'est normal. C'est le résultat, c'est la réponse. Donc, à la limite, ils s'en fichent de savoir par quel chemin on est passé ou quelle petite ligne il y a en fait entre le début et la fin. Ce qu'ils veulent juste savoir, c'est voilà, est-ce que le contrat est conforme?
Est-ce qu'on va avoir un contentieux si on écrit telle chose dans telle clause? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Enfin voilà, c'est vraiment pas... Oui, après, pour donner un exemple concret, ça me fait penser, je crois que mémoire, la réunion est enregistrée, c'est ça? Alors, c'est juste la case cochée, mais bien sûr, depuis le début, je m'exprime que en mon propre nom, et pas au nom des FS ni au nom de la VMH. C'est pareil, j'étais obligé de le dire. Mais juste pour l'approche, là, actuellement, il y a plusieurs sujets. Quand je m'adresse aux équipes opérationnelles, ce qu'ils veulent savoir, c'est que dans un projet, il y a plein d'applications, plein de branches. Et on veut juste savoir si ça tient. Donc, ça tient, on disait juste avant, c'est oui, non. Et après, on développe la nuance. Et toujours, du coup, commencer par la réponse et ensuite, comment vous pouvez étayer. Et par contre, si j'écris par exemple une réclamation client, là, je monte un dossier. Donc là, le raisonnement juridique est utile et concret, mais c'est plus le cas pratique. C'est voilà la situation et le syllogisme, et vous démontrez que le client n'a pas forcément raison, mais qu'on va quand même lui donner droit parce que c'est le service client derrière et l'image qu'on souhaite protéger. Mais il n'empêche que là, vous avez besoin d'un raisonnement. Et une autre approche, c'est quand vous négociez, on sera amené à négocier si vous choisissez ce secteur-là, et si vous négociez par exemple avec d'autres juristes, là, vous pouvez parler sur des aspects réels. Nous, quand on a des contrats, quand c'est des contrats de discussion sélective, les équipes opérationnelles discutent et après, on doit formaliser. On formalise ça avec le juriste en face. Et là, on peut parler de juriste entre juristes et le raisonnement que j'ai développé jusque-là est utile. Parce que si vous avez démontré de manière carrée que vous avez raison, ça aide. Et surtout, bien sûr, de manière concise. Dans tous les cas, si vous pouvez l'expliquer en 2 lignes, restez en 2 lignes. Et le reste, la nuance, s'ils ont des questions, ils vous les poseront. Puis il y a aussi des questions un petit peu d'opportunité après pour les personnes qui travailleront peut-être dans le privé. Après, je ne sais pas comment fonctionne la DGA, évidemment. Mais il y a aussi toute une question de qu'est-ce qu'on fait avec les informations qu'on a. Parce que c'est aussi toute la beauté du droit, c'est qu'on a tout un panel de choses à voir, notamment en procédure privée, pardon. C'est que, par exemple, on arrive avec un client qui dit « Ouais, je sais pas, cette personne m'a fait ça, je veux l'assigner en justice et je veux lui prendre tout son argent. » Je fais « Ouais, bon, alors, je comprends la frustration, mais il va falloir peut-être un peu enlever l'émotionnel, et c'est aussi mon métier de prendre l'émotionnel et de le traduire aussi en juridique après, quand il y a de quoi faire, évidemment. Mais c'est pas tout de suite procès, forcément. On va peut-être d'abord envoyer une lettre, puis pas forcément une lettre de mise en demeure, juste une lettre. On va voir comment il répond. Est-ce que cette personne va convoquer son avocat ou son avocate? Est-ce qu'il va falloir transmettre un dossier? Est-ce qu'on va passer à l'instruction? Donc il y a aussi tout un panel de choses à voir, donc en fonction de qui est en face de vous. Et aussi essayer d'anticiper, en effet, comme tu le disais, de fonder vos réponses en disant, voilà, on a ça, un problème. Voici la solution que je propose. Et pourquoi est-ce que je propose cette solution et pas une autre? Parce que ça va être aussi votre métier d'accompagner au mieux votre entreprise, l'endroit où vous allez travailler. Et donc, il faut fonder ce que vous allez... Il faut que vous ayez un processus qui soit abouti. Par exemple, voilà, très, très concrètement, par exemple, il y a TF1 qui utilise les contenus d'un créateur ou d'une créatrice. Sans le citer, évidemment, contrefaçon de base, 300 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement. Article 335 du Code pénal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je la signe directement? Ouais, peut-être pas. TF1, il y a toi, en fonction de... en effet, tu n'as peut-être pas envie de passer 2 ans de procédure. On va peut-être réfléchir autrement, peut-être leur envoyer une lettre, par contre. TF1 répond. Mais il répond en tant que lui-même, en tant que responsable ou édito ou un truc comme ça, il ne le fait pas directement en tant qu'avocat. Donc s'il ne va pas voir son avocat, on peut peut-être leur demander de faire une facture et de payer 500 € à mon client, à titre de dédommagement, par exemple. Donc il y a récupérer 500 balles ou s'engager dans une procédure de 2 ans pour contrefaçon. Même si la personne va gagner, il y a aussi cette notion de, même si vous avez raison, vous n'allez pas forcément gagner sur le long terme. Parce que 2 ans de procédure en contrefaçon, et encore 2 ans, c'est pour être gentil, ça peut être un peu long. Donc il y a en effet une question de qui est en face de vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut juste un oui-non, en effet, ou est-ce que c'est plutôt un autre juriste, ou est-ce que c'est un avocat, une avocate, et à quel stade ou jusqu'où est-ce qu'on peut aller, et bien expliquer en effet toutes les solutions possibles à votre client, à votre patron, à la personne qui vous pose la question. À la fin, le décideur, ce n'est pas le juriste, c'est le PDG, et le PDG va prendre, pour l'entreprise, va prendre en compte toutes les contraintes.
Et certes, nous, notre travail, c'est constituer des cartes, un dossier pour être prêt à attaquer s'il faut ou se défendre. Mais la décision finale, c'est le PDG. Et il y a plein d'autres solutions qui vont être plus intéressantes pour l'entreprise que de partir à l'attaque. Petite question, vous avez quelques années tous d'expérience maintenant entre les stages, l'alternance et vos professions. Est-ce qu'il y a quelque chose, des activités, des contacts qui vous déplaisent du coup, dans votre activité? Bonne question. À part la recherche de stage où on se prend des noms constamment, et après c'est un petit message d'espoir. Je ne sais pas si mes collègues seront d'accord, mais a priori, c'est ce que Bénédicte disait tout à l'heure, mais des noms, vous allez en prendre, hein, et c'est normal. Il vous suffit d'un oui en soi, et le oui, ça va vous faire décoller votre truc. Hein. Quand j'étais en fin de Master 2 et que je cherchais mon stage, je me suis pris, je sais pas, 50, peut-être 100 non, quoi. Bah, non, merci, ou pas de réponse. Alors, quand c'était un non, c'était déjà pas mal si tu avais une réponse. Et c'était très frustrant de dire, mais je pourrais vraiment les aider parce que je vois que leur communication, ça marche pas bien. Là, ils ont fait une bêtise pardon, par rapport à, je sais pas moi, la transparence ou il y a un problème de concurrence, des choses comme ça. Et vous allez vous prendre des noms, mais tellement. Il faut pas le prendre personnellement. Mais il vous suffit d'un seul oui pour que ça y est, tout aille mieux. Surtout que profiter, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'outils à votre disposition en fait, pour vous permettre de contacter les professionnels. Enfin, je ne suis pas si vieille que ça, mais il y a 5 ans en arrière, je prends un réseau comme LinkedIn, ce n'était pas du tout développé. Là, ça se développe, voilà, ça se développe, c'est devenu usage courant. Et quelques années en arrière, c'était très compliqué. De contacter les gens directement, c'était des boîtes fonctionnelles, alors ça existe encore, hein, nous les premiers, voilà, on donne des boîtes fonctionnelles quand il s'agit de recruter quelqu'un, mais vraiment profitez des outils que vous avez parce que vous avez une chance là-dessus et ne lâchez pas, enfin, je veux dire, oui, bah, un nom, 2 noms, 3 noms, bah, c'est comme ça, mais ça, ce sera toute votre vie aussi, hein, il y a pas de... que ce soit pour le milieu professionnel ou pas, donc non, allez-y. Puis il n'y a pas que les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai trouvé mon premier stage dans l'industrie de l'armement, donc chez Safran. Je suis allée au Salon du Bourget, j'avais mes petits CV. Je travaillais en tant qu'hôtesse en plus, donc c'était pas, je fais ça pendant ma pause déjeuner. Et j'allais distribuer mes petits CV à toutes les industries, j'allais me présenter. C'est comme ça que j'ai eu mon premier stage qui après m'a ouvert la DGA. Donc, profiter de toutes les occasions. J'ai une dernière question avant de passer à la question des étudiants. Vos fonctions vont évoluer et vont subir des mutations par rapport au droit du numérique, à l'ensemble des spécialisations. Comment vous envisagez, vous, le futur de votre profession? Je pense qu'il y aura toujours du boulot pour les juristes. Bon, en tout cas, pour tout ce qui est armement, c'est tellement spécifique. Enfin, là, on touche à la souveraineté déjà. Donc, en fait, vous avez un gros warning. Donc, nous, en tout cas, je pense qu'on est plutôt à l'abri. Ouais, je dirais peut-être de se spécialiser en propriété intellectuelle. Ouais, propriété intellectuelle. Ouais, mais même les marchés d'armement sont spéciaux parce que, certes, il y a dépend des principes de la commande publique, mais je l'évoquais en début de conférence, il y a une directive spécifique au niveau européen qui régit les marchés d'armement, qui a été transposée en droit national. Et c'est un droit qui est très particulier. Voilà, on ne fait pas comme tout le monde. Donc non, je pense que, enfin, en tout cas, à moyen terme, je ne me fais pas trop d'inquiétude. Alors, moi, c'est moins l'armement. Du coup, on a une concurrence qui est quand même assez forte. Même si en État, elle est pas mal non plus. Mais pour moi, c'est mieux connaître votre marché. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris dans les études, mais surtout à ma dernière année. Il y a un schéma que j'utilise beaucoup. C'est un schéma de stratégie, ça s'appelle le schéma de Porter. Et c'est-à-dire que vous étudiez votre secteur et vous pouvez savoir toutes les forces qui ont une influence sur votre secteur. Et vous pouvez appliquer au département juridique, vous pouvez appliquer à l'entreprise, à votre marché. Et identifier et régulièrement penser quelle force influence mon secteur. Et ça peut être une nouvelle technologie, ça peut être les relations internationales. Nous, on est dans les relations internationales entre États. La plupart de nos clients sont chinois sur une certaine approche, ou justement l'approvisionnement. Il y a plein de forces qui influencent.
Là, pour moi, actuellement, c'est déjà mieux connaître son entreprise, en permanence, donc le business qu'il y a derrière, parce qu'au final, la personne qui fera la différence, c'est celle qui pourra donner la solution business qui est possible avec sa coloration entreprise. Et alors, pour le secteur, c'est l'international aussi. C'est comprendre les relations internationales, derrière quelles raisons les frontières sont fermées à tel moment, elles seront pourquoi, quels produits peuvent passer quand même. Il y a aussi beaucoup de sanctions sur le secteur du luxe, donc c'est pouvoir anticiper, comprendre. Et ça, pour tout, le réseau est aussi important, mais sans ça, c'est lire la presse. Et là, actuellement, par exemple, il y a des sujets qui m'intéressent beaucoup, et il y a pas mal de travail là-dessus, c'est tout ce qui est les NFT et le métaverse. On en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de marques qui commencent à s'y intéresser, qui vendent des produits plus chers de manière virtuelle qu'en réalité. Maintenant, c'était Gucci qui a réussi à vendre son sac virtuel plus cher que le vrai sac, et où il crée des magasins. Et là, c'est pareil, c'est à un moment, le juriste devra, je suis sûr que la personne qui a créé, la marque qui a créé le magasin, a dû avoir des juristes derrière pour réfléchir comment faire. Et c'est ça, c'est la partie anticipation, c'est où on pourrait nous demander demain d'aller et est-ce que j'ai des connaissances, quelles connaissances j'ai besoin. Oui, il faut absolument enrichir son profil si vous n'avez pas souhaité passer le barreau. Donc vous n'êtes pas avocat ou avocate, ne devenez pas une pâle copie de ce que pourrait être un avocat ou une avocate. Au contraire, enrichissez votre profil de juriste, à savoir, ça peut être mal vu pour un avocat ou une avocate d'être spécialisé dans plusieurs domaines, parce que ça pourrait donner en tout cas pour la fonction une image de la personne n'a pas vraiment choisi, ce qu'elle est vraiment bonne dans ces trois domaines. Au contraire, le juriste, c'est censé être la personne contact où j'ai un problème de droit, c'est pour mon juriste ou c'est pour ma juriste. Donc, il ne faut pas hésiter, en effet, à diversifier. Donc, comme je ne sais pas que ça s'appelait le schéma de porteur, très intéressant. Il ne faut pas hésiter, en effet, à enrichir votre profil. En effet, donc, tu parlais des NFT, mais j'ai suivi une formation sur les compétences algorithmiques parce que j'ai dû parler après à YouTube pour comprendre comment fonctionnait le nouvel algorithme parce que le Parlement européen, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a le Digital Services Act, le DSA, qui est grosse directive qui est dans les tuyaux depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et qui se pose des questions en effet sur ça et les révélations de Frances Haugen qui pose aussi des questions là-dessus. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à la fois être le plus spécialisé possible, dans le sens d'être la personne la plus compétente, mais moi j'en apprends vraiment tous les jours. Hein. Donc il faut aussi, je pense, en tant que juriste, avoir un peu d'humilité en disant, bon, finalement, je ne sais pas grand-chose. Et c'est normal. Vous devez à chaque fois vous spécialiser dans ce petit truc-là qui va faire de vous que vous êtes la personne compétente et la personne indispensable dans le milieu. Vous pouvez rapidement vous mettre à niveau parce que vous avez vu quelque chose quelque part et vous savez où chercher. Dans le futur, ça va être ça, je pense. Très bien, merci. Merci à vous quatre. Je vous propose qu'on prenne les questions des étudiants. Alors, vous pouvez soit utiliser le chat et on se fait le relais de vos questions, ou bien effectivement ouvrir à tour de rôle vos micros et vos caméras pour poser les questions auxquelles vous souhaitez avoir des réponses. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Personne courageuse. Ouais, juste comme ça aussi, il n'y a pas de... Comme je le dis aussi à mes étudiants, donc pas au sein de la FLD, mais c'est pas grave, les étudiants ici en droit, il n'y a pas de questions bêtes, hein. Il n'y a que des réponses débiles. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions parce qu'on est vraiment là pour vous répondre. En tant que vous avez 4 professionnels dans, en effet, des domaines extrêmement différents, mais au moins, j'ai l'impression que c'est une approche du métier de juriste assez complémentaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas, hein, à nous poser vos questions. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise de le faire maintenant ou que voilà, on peut le faire aussi plus tard sur LinkedIn. J'imagine que nos informations, nos contacts, en tout cas pour ma part, moi, pourront être transmises à vos étudiants. Je ne sais pas quel sera l'objet, mais voilà. Si jamais vous avez envie, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou plus tard, c'est le moment. Alors, je vois une main levée, Aude Campion. Allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était très éclairant sur les perspectives des juristes. Et moi, je me posais la question, c'était par rapport, je voulais revenir sur la digitalisation du droit et voir comment ça, en général, impacté entre guillemets,
comment ça a influencé surtout votre manière de travailler et si vous voyez comment ça pourrait aller dans le futur. Qui veut commencer? Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Dans le cadre des études, j'ai travaillé là-dessus. Et le droit a quand même un retard par rapport à d'autres secteurs sur la digitalisation, ne serait-ce que les ressources. Les décisions de justice, déjà, elles sont quand même, c'est que récemment qu'elles sont réellement disponibles en ligne. Et je pense que c'est un vrai enjeu. C'est pour ça que je mentionnais l'idée de l'aspect digital et le métaverse, mais de manière plus générale, en fait, c'est tout ce qui est maîtriser de nouveaux outils. Parce que à terme, pour moi, le traitement de masse des contrats ne sera plus nécessaire que ce soit le juriste. C'est sur certaines questions qui seront soulevées ou certains sujets. Et actuellement, on n'a pas vraiment de. Moi, je n'ai pas de conséquences sur la digitalisation. Toujours, à part qu'on a un serveur avec les contrats, c'est le seul aspect pour l'instant réellement digital qu'on utilise. Mais à terme, on peut très bien avoir, et on travaille, et il y a beaucoup d'entreprises qui le font aussi, sur identifier des clauses, ensuite générer du coup des indicateurs, parce que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé dans l'entreprise. Et ça, c'est un travail où on n'est pas forcément sensibilisé en droit. L'idée d'indicateurs pour rendre ces performances, c'est très difficile à quantifier. Le travail d'un juriste, on peut voir le nombre de contrats qu'on a revus, mais les contrats ne se valent pas forcément, la complexité des négociations non plus. Or, c'est une demande généralement des autres départements aussi, comme pourquoi il y a une exception pour le département juridique, elle est de moins en moins vraie. Et avec la digitalisation, c'est de plus en plus possible. Donc, les délais de réponse, les approches. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, c'est une meilleure visibilité du juriste, mais en même temps, c'est un changement dans sa pratique. C'est que c'est aussi, on passe sur une approche qui est plus chiffrée, et le digital le permet. Et notre approche, c'est que, pour moi, c'est aussi une autre approche des risques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le digital, on permet d'avoir des données agrégées et de l'analyse. Et du coup, le risque n'est plus forcément dans quelque chose qu'on aurait loupé dans le contrat, mais plutôt une analyse qui serait erronée. Et c'est quelque chose auquel on doit du coup travailler différemment. Et le logiciel peut aussi se tromper. C'est là que notre approche, c'est qu'il faut comprendre le fonctionnement des logiciels. Et retrouver sur YouTube, mais la blockchain, il y a des contrats qui se font sur la blockchain maintenant. Où justement, on a des contrats automatiques. On a travaillé sur une approche où, mais moi, j'ai le nom de l'entreprise qui travaille justement sur des contrats, on a vu qu'en Word. Et en fait, derrière, il y a du code. Parce que beaucoup de clauses, en réalité, c'est si ces conditions sont réunies, on exécute ça. Et on peut le transformer en code. Okay. Non, mais ce n'est pas une approche. Non, c'est sécurisant parce que du coup, si c'est réuni, automatiquement, la clause est faite. On n'a pas besoin de mettre en demeure, on n'a pas besoin de faire ça. On est au courant et on répercute. Okay. Et ça, c'est intéressant, mais ça change du coup l'approche. Et c'est quelque chose où forcément, on n'a pas été sensibilisé aux logiques et algorithmes, au fonctionnement derrière, aux failles aussi. Et c'est un changement, je pense, qui va arriver. Et c'est intéressant d'essayer d'anticiper. Un peu pété, mais bon. Après, donc ça, j'imagine que c'est quand on travaille en tant qu'équipe, en tant que juriste avec d'autres gens. En tant qu'équipe, là, c'était dans le cadre de mes études que j'ai vu ça aussi. Là, actuellement, c'est simplement un contrat Word, on négocie avec des markups. Au mieux, on partage le même document pour que les gens commentent. Mais sinon, pour l'instant, c'est tout. Mais dans le travail de beaucoup de startups et de certaines directions juridiques, elles anticipent déjà ces problématiques. Parce qu'en fait, ça fera avantage concurrentiel, c'est que les ressources sont allouées différemment. Si vous avez passé plus de temps pour analyser ou plus facilement pour rédiger, vous passez plus de temps sur d'autres approches pour sécuriser d'autres pans de l'activité. Ok. Après, dans la création audiovisuelle, moi, ça ne va pas changer grand-chose pour répondre à la question d'Aude, mais en fait, moi, le Covid ou pas Covid, ça ne change rien. Je suis toujours en télétravail. Les rendez-vous, on les fait généralement au téléphone ou sur Teams, Zoom, ce que vous voulez, etc. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. À part que les négociations se font plus au restaurant. Bon, il n'y a pas grand changement, mais j'imagine que dans le public, c'est peut-être un peu plus touchy en termes de clearance, etc. Après, on ne fait pas les négociations au restaurant, parce qu'on travaille pour l'État, mais non, moi, je ne vois pas trop d'impact. Enfin, c'est pas qu'on est à la vieille école, oui, on peut parler de dématérialisation, certes, mais sur l'impact métier en lui-même, sur le fond, il n'y en a pas, enfin, pas à ce stade, je dirais. À part que les gens passent plus une tête au bureau en disant « Au fait, j'ai une question sur le contrat machin ». Oui, voilà.
tout cas, moi, ça fait partie de la dématérialisation, ça me fait partie de mon métier parce que les créateurs et les créatrices que j'accompagne travaillent de chez eux. Ils n'ont pas de bureau. En tout cas, moi, j'ai pas de. Voilà, ça change pas grand-chose. Bon. Mon impact, moi, c'est une chose qui me fait penser plus concrètement, mais c'est l'aspect international, c'est qu'on a beaucoup de règles. On a le RGPD, mais en Chine, le PIPL. Et donc, chacune a des règles qui sont très contraignantes. Et quand on a des contrats sur des serveurs, maintenant, un des réflexes, c'est de savoir tout de suite où se trouve la donnée. Et si elle est sécurisée, si on respecte les règles dans différents pays. Et ça, par exemple, c'est l'impact le plus direct et réel. Après, d'autres arrivent au fur et à mesure. Beaucoup de questions et des questions effectivement sur la spécialisation. Une question peut-être concernant le domaine militaire, y a-t-il d'autres secteurs que le marché de l'armement pour les juristes? Vous voulez dire d'autres types de métiers? Je ne vois pas trop. D'autres secteurs que le marché de l'armement pour les juristes? Est-ce qu'on peut être juriste autre part que l'armement, Que c'est dans ça? l'armement. Alors, après, quand je dis l'armement, c'est très. Enfin, il faut le prendre vraiment de manière générale. Après, ça dépend si vous voulez travailler dans le privé ou dans le public. Vous pouvez très bien, dans le public, vous retrouver, je ne sais pas moi, dans un institut comme l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de défense nationale, ou SGDSN, qui est le secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, ou alors à l'ANSSI pour le côté numérique. Dans le privé, dans le privé, il y a peut-être un peu moins de choses parce que ce sera forcément les gros industriels de l'armement, Thales, Dassault, Safran. Après, il y a des avocats qui sont spécialisés en droit de la défense ou en droit de la sécurité. Ou après, il y a des choses qui sont... Tout à l'heure, tu évoquais le contrôle-export. Il y a des sujets comme ça, vous pouvez vous spécialiser. Et puis là, il n'y a personne. Hein. Si jamais, allez-y. Si jamais vous aimez la lecture, voilà, allez-y. Hein. C'est vrai que alors, le marché de l'armement, le domaine de l'armement en lui-même est une niche, sachez-le. On n'est pas assez parce que les formations, elles se développent depuis 3-4 ans, malheureusement depuis les attentats. Et après, vous avez des micro-niches comme le contrôle-export, les marchés publics de l'armement, parce que personne n'y comprend rien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Il y a de quoi faire. Oui, après, vous avez tout ce qui est carrière militaire, police, gendarmerie, armée de terre, armée de l'air. En faisant des études de droit, vraiment, je vous encourage à faire ça. Bac plus 5, vous passez les concours. Vraiment, vous avez de très belles carrières qui vous sont offertes. Donc après, voilà, ça dépend aussi ce dont vous avez envie, vos croyances, vos convictions, si vous avez envie de servir la France ou pas. Voilà. Alors, je vais essayer de trier. Hein. Peut-être, je vais laisser la parole à Michel Chaou. Je vois que vous avez levé la main. Vous posez votre question. On reviendra sur une question du chat après. Bonjour à tous. Alors, j'aimerais savoir, en tant que juriste d'entreprise, quels sont les outils que vous utilisez au quotidien? Par exemple, nous, à la fac, on utilise beaucoup tout ce qui est Dalloz, LexisNexis, tout ce genre de choses. Mais en tant que juriste, quels sont les outils que vous utilisez? Le markup sur Word. Word, on a envie de vous dire. Mais après, ouais, Légifrance, toutes les bases de recherche, en effet, celles que vous préférez. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Hein. PowerPoint de temps en temps. Voilà. Aussi, notre approche, c'est pas évident, c'est Excel. C'est pas du tout c'est pas une spécialité. Mais sur la même logique, c'est que d'autres départements, par exemple la finance, le département achat, ils utilisent beaucoup d'autres logiciels. Word, c'est pas leur logiciel. Ils utilisent Excel. Et en fait, sur Excel, on peut générer des contrats. Et c'est des tableaux, et automatiquement, on remplit des cases, ils remplissent leurs cases, et le contrat est généré, il l'imprime. Et ça, c'est pareil, c'est qu'il y a des choses où non, on se met à niveau sur place, parce qu'on est confronté à un document Excel qui fait un contrat. Il faut bien comprendre les cellules et comment ça fonctionne. Mais il y a d'autres justement supports. Et généralement, on s'attend aussi à ce que vous adaptez aux interlocuteurs et aux supports qui sont utilisés. Donc généralement, c'est Word, mais on en a d'autres.
Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Quand j'étais dans le cinéma, au Centre national du cinéma et de l'image animée, en effet, j'ai commencé à être en stage. Et bon, au mois d'août, pas grand-chose à faire non plus. Mais vous allez toquer au service, qui le veulent bien évidemment, et on ne les dérange pas, mais de comprendre comment ils font. Il vaut mieux prendre 30 minutes où tu regardes la personne dans les yeux, tu fais « c'est quoi ton métier exactement ?» plutôt que de passer sa demi-journée à rattraper des bourdes parce qu'on a mal compris. Donc en effet, que ce soit sur des logiciels auxquels on ne pensait pas avoir accès, ou que ce soit des fonctions particulières ou des postes, des services, il ne faut pas hésiter encore une fois à poser des questions. C'est ce qui fera de vous un meilleur juriste, une meilleure juriste évidemment. C'est que vous êtes capable, donc en adaptabilité, curiosité, etc., de vous dire, bon, ça c'est un domaine que je ne comprends pas, mais il y a une prise avec un contrat que je dois faire, un client que je dois accompagner, une entreprise pour laquelle je souhaite postuler ou un truc comme ça. Il ne faut pas hésiter à faire vos recherches. Donc en termes d'outils qu'on utilise, les mêmes que vous. Et Excel en plus, ou éventuellement après d'autres en fonction du service ou de la carrière à laquelle vous vous employez, mais plus ou moins rien de très sorcier. Hein. Alors, une question, l'aspect international a été mis en exergue. L'aspect fiscal a-t-il une place prépondérante dans cette fonction et est-il nécessaire de se spécialiser en droit fiscal en plus d'un master droit des affaires? Ça rejoint une autre question, effectivement, sur la nécessité de se spécialiser. Alors, on a un département dédié au droit fiscal qui est basé à Singapour. Donc, on a des questions, on a des implications fiscales dans certains contrats. Généralement, ce sont eux parce qu'ils ont une vision globale. Je pense que dans ce sens-là, oui, c'est intéressant d'avoir école de commerce ou forcément des notions en droit fiscal, que ce soit sur la forme d'un master ou des expériences, plusieurs expériences dans ce domaine, parce que ce n'est pas forcément que la formation, on peut aussi l'avoir sur le terrain en ayant plusieurs stages qui montrent que justement, vous avez acquis sur ces sujets-là une compétence. Moi, je ne travaille pas sur ces sujets-là directement. Sur certains contrats, on est un impact direct, et à ce moment-là, il faut comprendre. Et ça aussi, l'aspect, c'est qu'on rejoint l'idée d'être si généraliste, c'est que ce n'est pas ma spécialité, mais je dois comprendre pourquoi là, ça bloque, et non seulement qui je dois aller, mais quelle réponse je dois obtenir pour pouvoir débloquer le contrat ou obtenir la clause. Donc, dans ce sens-là, c'est intéressant de se spécialiser, mais n'oubliez pas, pour ceux qui ne souhaitent pas se spécialiser, ayez des notions quand même, parce qu'on le retrouve dans beaucoup de domaines. Ça rejoint une autre question, justement, comment faire des recherches, trouver des informations pour répondre aux problèmes de droit posés par l'entreprise. Dalloz, hein, Lexis, Google. Après, ça dépend du problème posé, mais en fonction du type de problème posé, vous allez aussi savoir là où il faut chercher. Oui, enfin, vous savez reconnaître si c'est un problème qui ne concerne pas moi, le code civil. Ça, c'est. C'est normal, au début, ça prend du temps. On ne sait pas forcément où chercher. Moi, je suis en stage, on avait des questions, mais la réponse, déjà, la question, la qualifier juridiquement, ce n'était pas forcément simple. Et encore moins, du coup, après, trouver la solution. Mais au fur et à mesure, en fait, et ça, on s'aperçoit, c'est au fur et à mesure des stages, c'est pour ça qu'on insiste sur les stages ou l'alternance, c'est qu'en plus vous serez confronté à ces questions, plus vous aurez des mécanismes. Et ces questions, ça ressemble à celles que j'ai vues dans le stage précédent. Donc, vous savez à peu près où aller chercher. Et ça vous prend du temps, mais de moins en moins. Moi, une approche, j'ai mentionné service public parce que des fois, il y a des solutions où c'est, l'aspect vraiment juridique, c'est que aller sur Dalloz ou LexisNexis, par exemple, j'aurai une réponse, mais une réponse juridique, très juridique. Or, des fois, mes interlocuteurs, ils veulent juste une réponse qui soit simple. Et de temps en temps, sur le service public, vu que ça s'adresse au plus grand nombre, on peut avoir une réponse qui est beaucoup plus simple. Et ça vous fait gagner du temps. Même auprès de gens aussi passionnés, comme tu le disais, c'est que parfois, vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas tout simplement, ou même vous n'avez aussi peut-être pas le temps. Hein. Ça m'est arrivé de chercher pendant toute une journée une réponse à une question, d'enfin la trouver. Mais parfois, vous n'avez pas ce luxe-là, de pouvoir avoir le temps de réfléchir, de vous mettre avec vous-même en disant est-ce que je vais chercher, machin. Mais peut-être aussi pas hésiter forcément à même poser la question à des gens, si ça leur prend même 15 minutes, et d'où l'importance aussi du réseau. C'est que pour une question, en effet, de contrôle-export, j'irai peut-être voir très rapidement Bénédicte et elle me dira oui, non, ou pas le temps aussi, hein, c'est possible. Mais peut-être qu'auprès de personnes qui sont vraiment spécialisées ou passionnées, j'espère que c'est les deux, ça peut aussi, il ne faut pas hésiter aussi à, en effet, chercher des ressources humaines quand vous avez le temps, et après, ça vous fera développer votre réseau. Encore une fois, c'est aussi tout l'intérêt de notre profession, c'est de
de s'entourer de personnes qui sont compétentes, que ce soit des collègues, des confrères, des consoeurs. Il ne faut pas hésiter aussi à les solliciter eux, surtout si le domaine est très très nouveau et si personne n'a écrit dessus. Les NFT, par exemple, je suis allée voir des podcasts, quoi. Il y a des gens qui font ça et c'est des personnes qui sont spécialisées. Et je me suis tapé un podcast de 2 heures pour comprendre. Et après, là, j'étais capable de comprendre la conversation que j'avais. Il y a aussi les fédérations qui peuvent être Oui. utiles parce que généralement, ils ont un référent qui suit l'actualité réglementaire. Fédération, alliance, il y a beaucoup de secteurs sur des Syndicats, même, peut-être. aussi. Et après, là, par contre, c'est plutôt, de temps en temps, c'est quand même envoyer une bouteille à la mer pour voir s'il y avait quelqu'un qui répond. Mais on peut avoir des très bonnes surprises, donc c'est arrivé sur plusieurs sujets, où justement, il y a un référent juridique sur ces sujets-là et il est en mesure de vous répondre. Surtout si votre entreprise ou le cabinet ou le client est membre de la fédération. Si elle ne l'est pas, c'est plus compliqué. Et on peut comme... Alors, on a encore quelques questions sur la différence entre le métier d'avocat et de juriste. Est-ce que c'est pertinent pour un juriste, selon vous, de passer le barreau, d'être avocat? Ensuite, on passera à une question sur est-ce que la business intelligence peut être un atout pour un juriste? Après, entre juriste et avocat, ça peut être pertinent si vous trouvez que c'est pertinent, tout simplement. En tout cas, personnellement, je n'ai pas passé le barreau parce que je n'avais pas le temps me taper, en effet, 1 an et demi, 3 fois 6 mois de stage, machin. Moi, je sortais d'un master, en tout cas, personnellement, j'en avais un petit peu marre et je me suis dit, bon, peut-être y aller. Mais après, si ça se trouve, c'est votre passion, hein. Ou même vous faites en effet, vous devenez peut-être doctorant ou doctorante. Faut que votre parcours vous ressemble à vous. Déjà parce que c'est vous qui le faites, mais aussi parce que ça va être un petit moment de votre vie, hein. On passe un petit moment à travailler. Entre en effet avocat et juriste, donc la seule différence, c'est que le juriste représente sa société, son entreprise, sa fédération, son syndicat, machin, alors qu'un avocat, donc une profession libérale, représente son client ou 5 clientes. C'est des dossiers au fur et à mesure, machin. Mais après, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'avocat peut aussi être en entreprise. Donc, si jamais, je sais pas, moi, vous avez envie d'avoir de la flexibilité, si jamais la profession libérale ne vous fait pas flipper, pourquoi pas passer le barreau? Moi, 9h, 17h, ça me va bien, personnellement. Le métier de juriste donc m'allait bien aussi de ne pas me spécialiser ou de m'enfermer, entre très gros guillemets, dans un seul domaine parce que j'aime le droit de manière générale. Après, il faut que votre cursus vous ressemble à vous, hein. Je ne sais pas quel est le cas peut-être pour la pays ou leur mouvement. Je pense que c'est propre à chacun, hein, vraiment. Enfin, en tout état de cause, je parle très personnellement, moi, ça m'aurait servi à rien. Pareil. Surtout dans notre domaine. Après, c'est pareil, moi, je sortais de 2 Master 2. Voilà, j'avais envie de concret, j'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai fait plusieurs stages chez des avocats, ça ne m'a pas particulièrement plu. Donc, voilà, je pense que ça dépend du domaine, ça dépend du parcours, ça dépend de vos envies. Avocat, pour moi, ça reste une vocation aussi. Et puis, ça reste, voilà, c'est 2 professions bien différentes. Vous n'avez pas le même statut déjà. En fait, je pense que ça dépend vraiment de ce que vous avez envie. Ouais, pour rebondir, pour moi, à la perception, pour moi, c'est vraiment 2 métiers différents. Parce que souvent, on était tous à votre place et puis on entend tout le temps avocat ou magistrat au début. Ouais, c'est ça. Et après, on a le juriste qui apparaît. Et un sujet. Ouais, Et encore. c'est ça. Et encore après, peut-être. Autour, et puis l'approche, et puis les notions juridiques, mais hors cabinet. Et comme on dit, le droit mène à beaucoup de domaines et il n'y a pas que justement le métier d'avocat et en magistrat. Pour moi, comme on mentionnait avant, on est à 2 moments différents. Le juriste, il est en première ligne parce qu'il est dans l'entreprise et si l'entreprise est attaquée, c'est lui qui va recevoir l'assignation. Enfin, généralement, le représentant légal et après, il la dépose tout de suite sur votre bureau. Et c'est à vous, du coup, de réagir. Si vous avez un raid d'une autorité, c'est vous qui serez présent. Vous appelez l'avocat, mais il arrivera dans 1 heure. Et donc, c'est 2 métiers différents. Et pour moi, la plus-value de l'approche, mais c'est vraiment très personnel, la plus-value de l'avocat quand il vient en entreprise, c'est son expérience en cabinet. La plus-value de l'entreprise, le juriste, au moment où, dans 4-5 ans, c'est justement sa connaissance dans l'entreprise. L'avocat n'a pas la même. Il a une connaissance pointue sur les différents sujets, il connaît ses clients, l'approche de plusieurs clients, mais il connaît plusieurs clients. Moi, on dit souvent, mais un juriste, il a un client, mais il voit beaucoup de choses. L'avocat, il a plusieurs clients, mais il voit souvent à peu près les mêmes domaines. Forcément, il commence à se spécialiser. Et du coup, pour moi, c'est 2 approches différentes. Et les 2 sont, pour moi, passionnantes. J'ai préféré le métier de juriste
parce que c'est au contact d'autres personnes qui ne sont pas juristes. Je trouve que c'est assez challengeant, justement, motivant de dire, je suis peut-être le seul, du coup, autour de la table à avoir des connaissances juridiques, mais mon boulot, c'est d'aider les autres. Et donc, c'est une gymnastique un peu différente parce que mes interlocuteurs ne sont pas juristes. Or, généralement, l'avocat va s'adresser à la direction juridique et c'est une autre interaction. C'est ce que je répète souvent en conférence notamment. Mon métier, c'est de vous aider à faire le vôtre. Quand je m'adresse évidemment à la web création de manière générale ou à l'audiovisuel, c'est que chacun son métier. Et c'est tout à fait normal. Je serais incapable de faire, d'écrire un scénario, je serais incapable d'être devant une caméra et de parler de biodiversité. Moi, mon métier, c'est de m'occuper de toutes les attaches juridiques que le métier de la personne a avec moi. Donc, c'est aussi la beauté du métier et de la fédération qu'est la Guilde des vidéastes. C'est que donc, je ne suis pas agent artistique, je ne suis pas productrice, je ne suis pas comédienne, mais je comprends tous ces métiers-là. Et avec ça, je peux aider à avoir une véritable mission de médiation. Comme tu disais, généralement, on est souvent un peu tout seul autour de la table à avoir des connaissances juridiques. Et c'est tout l'intérêt d'aimer son métier. Mais pour être juriste, il faut aussi aimer expliquer des choses quand même. Parce que si ça vous saoule, ça va être long. Et répéter, ouais. Parce que c'est pas évident. On a mis 5 ans globalement à pouvoir accéder au métier auquel on fait, toute la pratique évidemment, mais c'est pas leur métier à eux. Donc encore une fois, il faut pas voilà, et justement, après, c'est l'aspect intellectuel que je préfère dans ce jury, c'est que vous avez aussi le contact avec les avocats. Il y a des liens. Nous, on utilise plusieurs avocats pour certains sujets. Des fois, c'est des contentieux parce qu'on n'a pas le temps de le gérer, donc on a un avocat, mais on le suit. Et c'est pareil, quand on demande une consultation de quelque chose, le but, c'est, on a une question, je ne vais pas y répondre parce que je n'ai pas le temps ou je n'ai pas les spécialités sur ce sujet-là, je demande à quelqu'un, mais je ne vais la répercuter aux opérationnels que si je l'ai comprise, si je comprends le raisonnement derrière et je partage cet avis. Et on peut payer très cher des consultations si, tant qu'on n'est pas d'accord ou qu'on ne comprend pas le raisonnement, on ne va pas la passer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, vous obtenez comme pas de l'expérience sur plein de sujets différents au contact des avocats. Et ça, c'est quelque chose qui je trouve assez passionnant au jour le jour. C'est parfaitement votre profession. On aime bien notre profession. J'ai l'impression. Le point, effectivement, sur la business intelligence, est-ce que c'est un atout, effectivement, voilà, je pense que c'est peut-être toi le mieux. Alors, je travaille avec des business analysts au sein de l'entreprise. C'est un atout. Après, c'est intéressant d'avoir des notions. Pour moi, ce n'est pas l'aspect central. Concrètement, quand j'ai des contrats d'exploitation, on doit annexer un business plan. Le business plan, c'est justement tous les chiffres. Et c'est vrai que ça aide si on peut déjà avoir un premier avis en disant oui, celui-là, il tient, celui-là, il ne va pas tenir. Celui-là, on demande à la personne de le modifier. Après, dans tous les cas, on va le soumettre à une personne, à la finance. Ce n'est pas nous qui prenons la décision. Donc oui, c'est intéressant pouvoir jongler facilement avec les chiffres, comprendre l'évolution de nos clients et l'approche. Maintenant, notre spécialité, ça reste juriste. Donc, des notions, c'est bien, mais ça, comme on l'évoquait, vous pouvez les avoir aussi en échangeant avec les business analysts. Moi, c'est ça qui est passionnant, c'est que du coup, en échangeant dans plusieurs contrats avec eux, on commence à comprendre. Et vous pouvez l'acquérir plus tard. C'est bien sur les bases, pour moi, ce n'est pas la partie la plus importante. Après, tout ce qui peut enrichir votre profil en fonction, comme tu le disais, du marché dans lequel vous souhaitez vous implanter, ce sera le bienvenu. Hein. A priori, si, je ne sais pas, mettons, vous êtes en propriété intellectuelle dans les laboratoires Boiron, mettons, si vous comprenez vaguement ce que c'est qu'une molécule, comment fonctionne un médicament, etc., ça peut être intéressant. Si vous êtes juriste chez YouTube, ça peut être quand même plutôt intéressant de comprendre comment fonctionne un algorithme. Et alors, c'est vous êtes juriste dans un fonds d'investissement, là, je pense que ça peut être intéressant. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, vous êtes parfois à la recherche de stages, vous avez connaissance d'offres au sein de vos structures. Qu'est-ce que vous recommanderiez? Est-ce que c'est plutôt de vous les adresser à vous directement parce que vous avez la compétence juridique ou directement au RH? Après, moi, vu que c'est une très petite structure, c'est plutôt moi, parce que là, on a besoin d'aide au service juridique parce que je ne suis pas capable de tout faire à la fois. Donc, soyez bien clair dans l'objet. Si vous me dites, machin truc, je suis en mode, cool, mais des mails, j'en reçois à peu près 200 par jour, donc il faut être bien clair sur l'objet, c'est plus simple après. Donc après, pour moi, en tout cas, directement sur mon adresse mail que vous allez peut-être transmettre
c'est gentil. Ou sur LinkedIn ou ce que vous voulez, mais je crois que j'ai mis l'offre de toute façon. Mais après, peut-être que pour les grosses structures, je sais pas, tiens, plutôt RH, plutôt. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais ouais, non, on est vraiment une très très grosse structure. Enfin, donc, ça dépend ce que vous recherchez. Est-ce qu'il y a déjà une offre? Est-ce qu'elle est déjà identifiée? Est-ce que c'est une candidature spontanée? Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Après, si c'est vraiment le domaine qui vous intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter et ce sera une joie d'essayer d'y répondre. Après, ça passera parce que forcément forcément, par RH. là-dessus, on n'a pas une obligation de résultat, mais ce qu'on peut faire, enfin, le minimum, c'est de pousser voilà, le dossier et de l'envoyer à la bonne personne, et au moins, vous serez sûr que ça arrivera arrivé, dans la bonne boîte aux lettres. C'est souvent le challenge quand on cherche des stages, je sais pas vous, sait mais pas où ça C'est arrive. s'adresser à la bonne personne. c'est de surtout, s'adresser à ouais. la bonne personne. Ouais. On a tous connu ça. Enfin, j'ai peut-être plein de CV qui ont dû se perdre. Parce que les contacts, arrobase, machin, c'est ça. c'est mort. Là-dessus, encore une fois, il n'y a pas de règle. Vraiment. Mais je suis assez fanat du fait que ce soit vous qui vous créez vos propres opportunités. En fait. C'est vrai que c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage au CNC au début. J'avais compris ce que faisait le CNC Talent. Du coup, j'ai envoyé un mail à la chargée de mission qui s'appelait Cécile de la Coudre et qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Mais en effet, lui dire bonjour, candidature spontanée en effet, je suis juriste, je sais faire ça. Est-ce que vous voulez qu'on se cause à un moment donné? Et voilà. En fait, on ne pourra jamais vous reprocher D'avoir tenté à partir du moment où vous mettez les formes, vous restez très poli et vous abordez les gens très convenablement. Alors, peut-être que certains ne vont pas vous répondre, d'autres sont très contents de vous répondre, mais oui, il n'y a pas de code, quoi. Il faut y aller. Hein. Parfois, il faut y aller vraiment au culot. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois. Voilà, je suis allée à une petite conférence, c'était un petit déjeuner, on n'était pas beaucoup. L'intervenant m'a passionnée et je me suis dit c'est ça que je veux faire, et à la fin de l'intervention je suis allée voir, je lui ai dit voilà j'adore ce que vous faites, votre métier, c'est ça que je veux faire, je veux un entretien avec vous, je vous schématise quand même, hein. Je veux un entretien avec vous, vraiment j'en suis sûre, j'ai trouvé. Il me dit très bien, venez la semaine prochaine et puis on va discuter. Après, il faut en effet peut-être aussi préparer un peu sa candidature, donc comme tu l'as motivé, mais si vous venez nous voir en disant ouais, je veux un stage, bon, enfin, non, a priori. Travailler à votre place. C'est ça. Voilà, c'est ça, donc il faut en effet bien identifier la personne, si c'est une candidature spontanée évidemment, mais bien identifier la personne en disant voilà, c'est cette personne-là, vous adressez votre lettre de motivation et CV à cette personne-là, vous dites pourquoi vous êtes là rapidement, synthétiquement, pas de tout le blabla autour, vraiment sujet-verbe si vous êtes en forme complément, c'est tout. Mais en effet, personnaliser et donnez-nous envie de vous lire aussi, donnez-nous envie de vous convoquer pour un entretien, parce que partie du principe que des CV, en tout cas la DGA et LVMH, je ne sais pas, mais moi j'en reçois 10 par jour. Et au bout d'un moment, je suis obligée de faire oui, flemme, machin. Si la personne, par exemple, en intitulé, ne me met pas recherche, stage, propriété intellectuelle, ou recherche, stage, droit du cinéma, ou droit du numérique, ou voilà, un truc clair, cette personne veut un stage parce qu'elle veut un stage. Pourquoi moi aussi, un petit peu? On vous pose souvent la question pourquoi vous et pas un autre, mais la question doit aussi se faire en miroir à ce moment-là. Ouais, c'est pas des questions pour vous embêter. Hein. En fait, c'est juste du bon sens, encore une fois. Qui êtes-vous? Comme nous, les premiers, on va dire, mais pourquoi l'armement en fait Ça peut paraître bête, mais vous n'allez pas travailler dans l'armement parce que vous avez vu de la lumière. Enfin, il y a forcément quelque chose derrière. Parce qu'on espère. Ouais. J'ai regardé un super film hier, je me suis passionnée pour l'armement. Oui, c'est pareil, c'est exactement ça. Pareil pour LVMH. Si pourquoi vous voulez venir? Parce que c'est LVMH. Mais comme j'essaie de vous montrer, c'est qu'il y a des maisons qui sont totalement différentes. Si vous bossez chez Dior ou chez DFS, c'est pas pareil. Déjà, les interlocuteurs sont pas au même endroit. Et ça n'a rien à voir. Et en plus, le secteur. Et c'est ça, en fait. Vous n'avez pas. Bon, pour nous, l'approche, c'est que c'est pas pour un groupe, mais surtout pour une maison et une équipe. Et donc, montrer que vous avez compris, du moins que vous avez essayé de comprendre comment fonctionne l'équipe et en quoi vous pourrez l'aider. Et là, c'est intéressant parce qu'on se dit, OK, donc la personne sait déjà où elle... Enfin, si on la prend, elle sait déjà où elle va. On est sûr que du coup, on a plus de chances qu'elle ne soit pas forcément surprise de découvrir un métier qui est un peu différent parce qu'elle s'est renseignée avant. Et ça, par exemple,
juste avant l'entretien ou un peu avant ou sur l'utilisation, si vous avez déjà une idée du secteur à l'approche, lisez la presse spécialisée. En tant qu'étudiant, elle est gratuite la plupart du temps. Et il y a pas mal d'articles et vous faites juste une recherche par mots-clés au pire. Vous prenez juste l'entreprise, vous regardez des articles et vous comprenez les contraintes. Et si vous voyez des mots-clés qui touchent un peu au juridique, vous doutez que vos interlocuteurs travaillent dessus. Et là, ça change. Et du coup, je t'en prie. Non, et c'est pareil pour vos interlocuteurs. Si vous savez qui vous allez avoir en face de vous, mais faites directement une recherche Google. Voilà, un tel, il s'appelle comme ça, tac, je recherche sur Google. Est-ce qu'il a un profil LinkedIn? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a eu comme poste? Enfin, vous pouvez tellement savoir de choses sur la personne que vous allez avoir en face de vous. Enfin, ça, c'est pareil, c'est de l'intelligence de situation. Si vous voyez qu'il a fait, je sais pas, qu'il a écrit un article ou autre, allez lire l'article, essayez de placer 2-3 mots. Lui, il va rebondir, il va se dire, ah, cette personne, elle s'intéresse à ça. Et après, c'est banco. C'est tout bête, hein, mais... En plus, ça aide aussi, par exemple, pour des sessions de recrutement où encore une fois, c'est un truc, bon, je sais pas si c'était méchant de ma part ou pas, mais j'enseigne aussi à côté à l'Université de Toulouse-Capitole et à Lyon 3, dans le droit aussi. Et ce que j'aime bien faire, c'est, bon, bah, bonjour, est-ce que vous saviez que j'allais intervenir? Oui, non, alors on sait oui quand même. Et vous savez, normalement, ils ont le nom des interlocuteurs, des interlocutrices qu'ils vont avoir. J'aime bien poser la question, bah, est-ce que vous savez qui je suis, quoi? Et parfois, c'est vraiment un grand moment de solitude, mais c'est vraiment la base, quoi. Vous devez savoir sur quel terrain vous allez, qui vous allez avoir en face de vous, qui est-ce qui va signer le mail. Métier, en fait, hein. C'est ça. Quand vous allez avoir un rendez-vous professionnel, que ce soit pour une négociation avec des industriels ou même un rendez-vous sur un point juridique, enfin que sais-je, il faut toujours savoir qui vous avez en face de vous, en fait. C'est tout bête, hein, mais, c'est du respect. Enfin, je trouve que c'est un petit peu du respect aussi quand si vous mettez candidature à l'attention de la personne chargée du recrutement, on est en mode super. Enfin, tu pouvais pas prendre 5 minutes pour chercher qui j'étais, quoi. Alors après, je suis d'accord. Bon, je prends notre exemple, les grosses structures, ça, vous ne pouvez pas le savoir. Okay. Oui. Ça, là-dessus, voilà, c'est au département RH ou autre. Mais dès que vous pouvez avoir l'information, enfin, prenez-la. Hein. Si on ne donne pas, demandez. Si on dit, vous êtes invité à un entretien, très bien, est-ce que vous pouvez me dire qui sont les personnes que je vais rencontrer? Et la personne peut apprécier parce qu'elle dit, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Et au moins, vous pouvez le préparer. Et si la personne change, bah, vous rencontrez une autre personne. Les entretiens, c'est censé être un échange aussi. Hein. S'il y a un long monologue, ça va être long pour les deux personnes. Hein. N'hésitez pas. Souvent, en plus, généralement, je donne l'opportunité en disant, bah voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été pas claire sur quelque chose? Bah, n'hésitez pas à poser des questions, même si ça paraît peut-être un peu artificiel d'un premier coup, parce que vous venez me voir pour avoir un travail, mais il faut que ça reste quand même un échange. Cela, je suis pas juste là pour dire, bah, tu me fais ça, bisous, quoi. Vraiment, on est censé avoir un minimum de relationnel et un minimum d'interaction, sinon c'est très très long aussi. C'est long pour nous aussi. Ouais, c'est très très long. C'est juste un détail, c'est un peu vieille école, mais une lettre de motivation, signez-la. Oui. Mettez pas juste la partie écrite Word avec mon prénom. Vous prenez un stylo, vous la signez et vous la scannez. C'est nous, quand on envoie des courriers, on les signe à chaque fois. Et commencez du coup dès ça, si ce n'est pas le cas. Et dites-vous que la forme et le fond sont aussi importants. Enfin, je ne vais pas apprendre ça à des juristes, mais le fond, c'est bien, la forme aussi. C'est comme la présentation d'un candidat. Enfin, je veux dire, l'habit ne fait pas le moine, mais il n'en demeure pas moins que quand vous entrez dans une salle, c'est vous qu'on voit en premier et qu'on va vous regarder, en fait. Donc, avant même que vous prononciez le premier mot, on va vous analyser sous toutes les coutures, en fait. Et c'est normal, hein, c'est le but de construire une équipe aussi, hein, c'est de savoir avec qui on joue. Parfait, on arrive au terme de notre temps d'échange. Un grand merci à tous les quatre pour vos retours d'expérience, pour vos partages, pour vos conseils très, très importants et je pense qu'ils ont été parfaitement bien accueillis. Merci à tous les étudiants et étudiantes qui ont suivi cette conférence. Il y a encore des questions. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions auxquelles vous pensez effectivement au terme de cette conférence, c'est de les recenser et de pouvoir vous les partager si vous souhaitez apporter des compléments ou des réponses. Et effectivement, la conférence étant enregistrée, je transmettrai un lien privé pour que vous puissiez la revisionner et les coordonnées de nos 4 intervenants. Un grand merci. Très bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça a l'air de leur plaire. C'est-à-dire que la personne est arrivée son train.
Et où es-tu passé, monsieur iPhone, machin. On l'a pas trop affiché, ça va.